On va se régaler car pendant cette émission En direct d'ici, en direct sur votre télévision, la télévision des Alpes du Sud, on va revivre le Monte-Carlo 2014 qui a été fidèle à sa légende. Cette 82e édition restera dans les annales pour beaucoup de moments précieux. Nous allons en parler avec beaucoup de monde. D'abord avec ceux qui ont vécu le Monte-Carlo de près, jour et nuit. Je crois que ce sont les termes justifiés. Adrien Citeau, journaliste sportif à DC TV, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean-Jacques Marcelin, notre monsieur automobile. Bonjour. Bonjour, encore un peu de voix? Oui, encore un peu. On a un peu tiré sur la corde ces jours-ci. Oui. Merci d'être avec nous. Alors pour se mettre dans le bain, revivre ce Monte-Carlo, on va revoir quelques petits moments choisis, beaucoup de sorties de route, beaucoup de moments forts dans cette 82e édition. Regardez. Suffit de leur avis pour remercier le spectateur. Alors ça c'est le premier incident, on en parlera tout à l'heure avec ceux dont nous sommes très fiers, les premiers hauts alpins de ce Monte-Carlo, l'équipage Renault Dolce, Jean-Pierre Ayas, Jean-Jacques Marcelin. 18 minutes de perdu sur cet incident pour eux. Oui, et merci les spectateurs, parce que sinon le rallye est fini. Ouais. Donc certes, c'est du temps perdu, mais l'un des avantages effectivement du public sur le Monte-Carlo, c'est que quand on, entre guillemets, on sort au bon endroit, si tant est qu'on puisse choisir, il y a du monde pour vous remettre sur la route, parce que sinon le rallye est fini. Et là en l'occurrence, voilà. On voit, voilà, la voiture revient sur la route, certes dans un piteux état, mais ça permet de continuer. Parce qu'encore une fois, sinon, le rallye est fini et on l'a vu à beaucoup d'occasions cette année sur le rallye Monte-Carlo. Les spectateurs ont été mis à contribution un certain nombre de fois. Et malgré ça, ils font 24 dans le Monte-Carlo. Ils seront avec nous sur ce plateau en direct tout à l'heure. Renaud Dolce et Jean-Pierre Ayas. Ils sont repartis sur les applaudissements. Tout le monde était fou de joie d'avoir réussi à les libérer. Donc ça, c'était l'un des faits de course. Un autre, tiens, on va regarder. Adrien. Nicolas Resseguer qui sort assez violemment de route. Il a mal géré son virage. On peut voir que déjà au milieu du virage, il a déjà l'arrière qui chasse et finalement il garde le pied sur l'accélérateur. Est-ce qu'il le remet finalement dedans? La roue avant rip et du coup le remet dedans. Ça c'est Robert Kubica, pilote WRC. Puis, le pont, voilà, le pont, voilà. La barrière ne bouge absolument pas, par contre le moteur prend feu. Et ça c'est encore Sébastien Ogier dans un virage juste avant Savournon qui pareil perd un peu d'adhérence. Il arrive un peu vite et garder le pied sur l'accélérateur absolument pour pouvoir continuer, reprendre et pas rester dans le fossé. C'est ce qu'on appelle arriver un peu optimiste. Et c'est ce qu'on appelle des pros aussi, pour s'en sortir de coups comme ça. Et là, celui-là... Nicolas Ranchet, l'équipage au alpin également qui a fini 34e, qui a tapé une pierre dans le col du Perti lors du premier passage, c'était jeudi matin. Finalement, ils ont réussi à arriver au bout de la spéciale et juste après l'arrivée, voilà exactement, le pneu est complètement déchaussé et juste après l'arrivée, en bas donc... au centre de la Borel. Ils ont remis la voiture qui est tombée de son cric et c'est les spectateurs que vous voyez encore une fois qui les aident à la force du poignet pour soulever la voiture, le châssis et pouvoir enfiler la voiture sur les cieux. Alors, moi, je ne suis pas, Jean-Jacques, spécialiste d'automobile comme vous l'êtes, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça dans un rallye du championnat du monde, ou alors peut-être que c'est plus classique qu'il n'y paraît. Non, autant de sorties, d'incidents, etc. Donc, c'est sans doute une année record, liée probablement, d'abord, bien sûr, aux conditions atmosphériques très changeantes qu'il y a eu dès le premier jour du rallye, puisqu'il faut rappeler que celui qu'on annonçait comme un des principaux animateurs du rallye avec ses bogies, en l'occurrence le Belge Thierry Neuville, n'a fait que 6 km dans ce rallye. Donc, effectivement, ça a commencé très fort, y compris d'ailleurs pour ses bogies, qui a vécu une très mauvaise première journée. Et ça s'est effectivement accumulé parce que lorsque les conditions sont très changeantes comme ça, c'est forcément aussi très piégeux. Et même si on essaye d'être prudent, à un moment ou à un autre, il n'est pas difficile de se retrouver au trou. Et en fait, c'est pas un hasard si le rallye Monte-Carlo est considéré comme l'un des plus grands rallyes du championnat du monde, parce qu'il y a justement toutes ces surprises, tout cet inattendu. C'est ça, tout à fait. La météo a toujours joué un rôle prépondérant dans le rallye Monte-Carlo, à certaines années plus que d'autres, mais c'est aussi ce qui fait l'une des principales caractéristiques de cette épreuve du championnat du monde. Ce sont les conditions changeantes et le corollaire, c'est le choix difficile des pneumatiques qui peut avoir des conséquences, lui aussi, très positives comme très négatives. Alors, on va en parler
pendant toute cette émission spéciale Rallye de Monte-Carlo avec des invités, l'équipage Renault Jean-Pierre Ayas. On retrouvera les autres équipages de régionaux qui étaient également en lice. On pense à Jean-Noël Nandé qui a fini 16e du Monte-Carlo. C'est vraiment l'une des plus belles performances de l'histoire du Monte-Carlo pour des amateurs, Jean-Jacques. Oui, effectivement. Et ça ne gâche rien à la performance de Jean-Noël Mandé, mais juste devant lui, il y a quand même un équipage Citroën avec une Twingo qui finit 15e au scratch, hein, en l'occurrence donc Franck Sias et Jean-François Guestinel. C'est aussi assez grandiose quand même. On en parlera également avec Georges Lecouf, l'un des messieurs automobiles de la région également, celui qui a permis, avec beaucoup d'autres, avec les entreprises, mais de permettre l'accession de qui ? Eh bien de Sébastien Ogier. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par ce sujet évidemment, Adrien Citeau. Ce Monte-Carlo, ce 82e, c'est la première victoire de Sébastien Ogier dans le Monte-Carlo en tant que WRC. Et oui, tout à fait, c'est la première victoire donc, de Sébastien Ogier, un rallye qu'il a toujours fait rêver, hein, il l'a dit lui-même sur la ligne d'arrivée, c'est le rallye qui lui a donné envie de se mettre à la compétition derrière un volant. Ça a une particularité, ça a un goût un peu, tout particulier dans sa tête, puisque c'est la première fois qu'il l'emporte. L'année dernière, il avait fini derrière Sébastien Loeb. Un peu, c'est pas son némésis, mais c'est vrai qu'il a toujours un peu été dans l'ombre de Loeb, et cette année, il a pu vraiment s'affirmer. Ça n'a pas été un rallye facile. Il est quand même remonté de très très loin. Hein. Il a quand même fait une journée où il a remonté plus d'1 minute 38, ce qui est quand même très impressionnant. Ça montre quand même qu'il a une équipe Volkswagen qui fonctionne, mais lui aussi qu'il a du talent, Sébastien Ogier. C'est le champion du monde, c'est pas le champion du monde pour rien de toute façon. Alors du premier jour, galère du côté d'Orpierre jusqu'à la victoire à Breuil-sur-Roya, résumé en 3 minutes de la victoire de Sébastien Ogier dans le 82e rallye de Monte-Carlo.
Et voilà ce moment de joie de Sébastien Ogier. Salut Georges Lecouf. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Ce moment de joie qui a peut-être plus de valeur qu'à l'habitude. Il en a gagné des rallyes du championnat du monde, mais le Monte-Carlo, c'est le Monte-Carlo. Oui, le Monte-Carlo, c'est le Monte-Carlo. Ce Monte-Carlo, il tenait tellement. Il disait toujours, ce rallye m'a fait rêver quand j'étais petit. Aujourd'hui, je pense que le roi et le prince de Monaco, c'est Sébastien Ogier. Moi, j'en avais jamais trop douté. Donc, je veux dire, je suis tellement content pour lui, pour sa famille, pour l'équipe Volkswagen, pour tout ce qu'il a fait. Pour Julien aussi, parce qu'on oublie souvent Julien Ingrassia, parce que sans Julien, je pense que Sébastien ne serait pas... C'est vraiment un duo qui fonctionne à merveille, voilà. Oui. Voilà, donc je veux dire aujourd'hui... Quand vous regardez ces images, Georges, est-ce que vous avez l'impression, vous, Ganel Cross, tous ceux qui ont participé à ce team Ogier, d'y être aussi pour quelque chose, cette victoire, vous le ressentez comme tel? Mais nous, c'est la grande fierté du GE Ogier Club Entreprise, de dire aujourd'hui... Il y a à peu près, donc en 2008, nous avons commencé l'aventure auprès de Sébastien. Il y a des gens qui ont douté un moment. Je pense que le doute, ça n'a pas duré très longtemps. Sébastien a été tout de suite champion du monde junior, a gagné le Monte-Carlo, a gagné la première spéciale en WRC. Puis regardez ce qui s'est passé. Ensuite, donc, l'affrontement un petit peu chez Citroën avec Sébastien Loeb. Et aujourd'hui, donc, champion du monde. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera très dur en 2014 d'aller chercher Sébastien Ogier. Donc voilà, je pense que moi je suis très fier de ce parcours-là. Je pense que mes collègues entrepreneurs le sont aussi. Je pense qu'un jour vous aurez l'occasion d'avoir Guénaël aussi à ma place. Je pense que nous c'est un rêve. Je veux dire aujourd'hui on vit un peu dans un nuage et on se sent complètement associé à la victoire de Sébastien Ogier. Ouais, une très belle victoire qui plus est, obtenue avec difficulté, parce qu'on se souvient du premier jour, de la première matinée surtout, voire même plus précisément de la première spéciale Jean-Jacques, où ça tournait pas exactement comme prévu dans Pierre. Ça a même failli finir dans un mur très rapidement. Donc effectivement, ça a été très tendu dès le départ, tout simplement en raison d'un mauvais choix de pneumatique lié à une mauvaise information sur les conditions de route qu'il allait rencontrer. Alors on va regarder, Jean-Jacques, voilà. Justement, les images d'un Sébastien Ogier, champion du monde des rallyes, quasiment à l'arrêt. Regardez, c'est impressionnant. Voilà, et c'est juste dans l'une des spéciales, surpris par la neige finalement. Tout simplement, oui. Mais de toute façon, quand on a des pneus, ce qu'on appelle des pneus slick, nous dans notre jargon, qui étaient dans le temps des pneus complètement lisses, qui sont aujourd'hui légèrement rainurés, sur de la neige fraîche, de toute façon, personne ne peut avancer. Champion du monde ou pas. Il devait rager là dans la Oui, voiture. absolument. On regarde encore, Oui. Voilà, il tape un peu dans la barrière de sécurité. Il devait rager alors d'autant. Alors pour l'anecdote, on peut la refaire. C'est vous qui nous l'avez révélé, Jean-Jacques. Vous avez croisé le papa plus tard, quelques heures plus tard à la Bora. Il a expliqué que lui, il avait téléphoné, mais c'était trop tard pour Roger, c'est ça? Et oui, il était déjà parti de Gap. Donc, comme les équipages doivent faire leur choix de pneumatique avant que se déroule la première boucle des 3 spéciales, ils ont le droit de partir avec 6 roues, donc 4 montées sur la voiture et 2 dans la malle. Quand effectivement François Ogier a appelé Seb dans un premier temps, il ne l'a pas eu. Dans un deuxième temps, Seb sur le routier, quand il a vu que son père l'avait appelé, a appelé François en lui disant ça va. Et François lui a dit ouais, ça va. Et toi, tu es au courant des conditions de route? Et Seb lui a répondu de quoi tu me parles? Et François lui a dit il neige. Et Seb lui a dit c'est trop tard, je suis parti, j'ai 6 slicks sur la voiture. Voilà, d'où la situation que vous avez vue. Alors Seb, du coup, dans la foulée, il part à l'attaque, il part à la remontée contre un Brian Bouffier dont il faut souligner, Georges, la performance. Il a surpris tout le monde. Je pense que Brian Bouffier, c'est sûr qu'il a surpris tout le monde, mais en fait, on connaît les capacités de Brian Bouffier aujourd'hui. Il n'est pas vice-champion d'Europe pour rien. Aujourd'hui, je pense que il mérite peut-être de faire un passage en WRC, notamment, je pense qu'avec Malcolm Wilson, je pense qu'il y a dû avoir de grandes interrogations au sein de l'équipe Ford en disant quand on réussit comme il a réussi dans le Monte-Carlo. Ford étant un petit peu à la recherche d'un pilote, peut-être que Brian Bouffier aura la chance de quelque chose avec Ford. Je lui souhaite d'ailleurs. Alors Seb continue du coup sa remontée à la dure, à l'agnac, jusqu'à prendre un petit peu des risques, comme tous, parce que ça a été très compliqué avec la boue en particulier, plus que la neige, la boue, les routes, comment vous dites, sales dans le jargon, c'est ça? Oui, grasse. Grasse, voilà. Exemple à Savournon, alors juste avant le village de Savournon, là c'est impressionnant, on l'a vu tout à l'heure, mais on va le revoir avec plaisir, parce que c'est assez impressionnant, voilà. Ça c'est le virage que beaucoup d'habitants de la région connaissent. Et là, c'est quasiment la sortie, quoi. Impressionnant, la maîtrise, parce qu'il reste à bloc, quoi. Voilà, c'est ça. La seule chose qu'il ne faut pas faire dans ces cas-là, c'est de lever le pied. Parce que sinon, on est sûr, on reste au fossé. Donc, effectivement, il a tenté le tout pour le tout, il a laissé le pied dedans, comme on dit, et c'était le seul moyen de ressortir du caniveau, où heureusement, compte tenu que les voitures sont très équipées en termes de protection dessous, la voiture n'avait quasiment rien, il a juste un peu frotté l'aile arrière, mais on voit dans une autre image, on le voit pousser un soupir de soulagement d'un air de dire « cette fois j'ai eu chaud ». Je suis passé pas loin. Oui. Alors l'autre fait de course, dès le début de ce Monte-Carlo, décidément ce jeudi 16 janvier dans le monde automobile,
2014 restera dans les annales parce qu'au bout de 6 km, vous le rappeliez, l'un des favoris, le challenger, on va dire plutôt, de Sébastien Ogier, eh bien, est à l'arrêt. On a retrouvé les images grâce à Sport Plus. On regarde Thierry Neuville, out dès le début du Monte-Carlo, Jean-Jacques. Oui. Dès le début du Monte-Carlo, où Hyundai, qui revient en force dans le championnat du monde, avec des moyens assez colossaux, avait envie, évidemment, et on les comprend, de frapper un grand coup dès cette première sortie, avec donc Thierry Neuville, dont on sait qu'il est un pilote très talentueux, puisque ça a été le principal challenger de Sébastien Ogier dans la deuxième demi-saison en 2013. Il a réalisé de très très belles performances avec sa Ford Fiesta. Et là, avec la marque coréenne, évidemment, il espérait bien rouler sur ce Monte-Carlo. On lui avait mis en renfort, entre guillemets, Dani Sordo, qui est aussi un spécialiste de l'asphalte et qui, malheureusement, ne finira pas le rallye non plus. Hyundai est en train, comme d'autres constructeurs, c'est pas parce qu'on a un très grand constructeur que d'entrée, on peut glaner des lauriers. Hyundai est en train, entre guillemets, d'essuyer les plâtres et c'est dommage qu'il y ait eu effectivement si peu de roulage parce que... C'est ce que nous a dit le grand patron, celui qui finance toute l'écurie Hyundai, qui nous a dit next year. Voilà, c'était son message. Il a répété, il disait voilà, on a compris, mais l'année prochaine on sera là. C'est ça. Ouais. Alors, sur DCTV, on n'a peur de rien, on est prêt à tout. Et on a retrouvé le pare-choc de Thierry Neuville. Et on va convier à nous rejoindre Elias et Cyril, qui sont les deux jeunes qui se trouvaient au bord de la spéciale, mais au bout de 6 km du côté de Saint-André-de-Rosan. Et ces deux jeunes Gapençais qui sont âgés de 17 ans, eh bien, ils ont retrouvé le pare-choc de Thierry Neuville à 17 ans. Vous imaginez la fierté. On va les inviter à nous rejoindre dans le studio à présent pour bien nous démontrer qu'ils ont bien le pare-choc de Thierry Neuville. Elias et Cyril, venez juste derrière moi. Voilà. Et c'est bien le pare-choc de Thierry Neuville. Regardez. Voilà, bonjour. Salut les jeunes. Bonjour. Salut. Impressionnant, Jean-Jacques. Voilà. Et il y a marqué derrière 001 Race MC comme Monte-Carlo, parce qu'évidemment, chaque voiture a un certain nombre de pare-chocs, parce qu'on sait qu'on en casse et qu'on en use. Donc celui-là, c'était le premier, mais il n'y en a pas eu de deuxième. Ah, vraiment, vraiment impressionnant, les jeunes. Alors, comment ça s'est passé? Approchez-vous un petit peu. On a trouvé le pare-choc de Thierry Neuville sur la première spéciale. Il nous a aidé à l'enlever parce que ça a bloqué les roues, il ne pouvait pas redémarrer et on s'est servi. Bon, un petit mot toi aussi. Alors, vous êtes fan de rallye, j'imagine, pour vous trouver comme ça à 8h du matin, jour de semaine, sans aller au bahut, j'imagine, pour aller sur le Monte-Carlo. Oui, pour une fois qu'il était ici dans les Hautes-Alpes, il fallait y aller. Alias, vous avez un pilote préféré? Elias, oui, bien évidemment. Ah, Ogier, évidemment. Vous avez vu les images, c'est impressionnant comme il a remonté dans ce Monte-Carlo. Bravo à vous, super. On va le garder un petit moment. Restez avec nous, les jeunes. Et on va continuer à voir des images fortes de ce rallye Monte-Carlo. C'est impressionnant de toucher le pare-choc de Thierry Neuville. C'est ça. À la limite, on devrait lui envoyer, ça lui fera un souvenir. En ce moment, non, pas forcément un bon souvenir. Non, pas forcément. Non. Alors, dans les sorties de route spectaculaires, celle de Kubica, oui. Également. Regardez les images. Voilà, sortie sèche. Ah, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez une explication, vous qui êtes spécialiste, Georges. Non, je pense qu'il arrive vite, la roue est grasse. Voilà, il arrive un peu trop vite et effectivement, ça décroche. Donc, dans des conditions comme ça, c'est difficile de rattraper la voiture parce qu'on n'a quasiment aucune marge de manœuvre. Donc, dès que ça décroche, voilà, sauf vraiment se trouver dans un endroit, comme on l'a vu juste avant pour Sébastien Ogier, où on a la possibilité de se remettre sur la route. C'est malheureusement pas tout le temps le cas. Alors, le bon côté, c'est qu'on a vu beaucoup de sorties, beaucoup de casses, etc. Et finalement, bon, l'armature des voitures et puis, j'allais dire, l'habitude des pilotes, etc., fait que il n'y a pas de bobo. Il n'y a pas eu de bobo dans ce Monte-Carlo. Il n'y a pas trop eu de bobo, non, c'est vrai. Non, il y a beaucoup de casses mécaniques. Hein. Mais c'est le charme du rallye Monte-Carlo, hein, je veux dire. Il y aurait eu de la neige, je pense qu'il y aurait peut-être moins eu de sorties de route parce que les gens seraient plus préparés à ça. Là, c'est gras, un coup... Enfin, la météo est changée tellement vite que, je veux dire, les pilotes, regardez, les pilotes comme Kubica, hein, je veux dire... Aujourd'hui, hein, Sébastien Ogier, la preuve, hein, donc je veux dire, je pense que c'était un beau rallye Monte-Carlo, je veux dire. C'est un rallye comme on entend, c'est un des rallyes les plus durs du championnat du monde, donc tout le monde le sait. Hein. Et de ce rallye Monte-Carlo, eh bien, on va continuer à en parler dans un instant sur DCTV. On va revivre ce Monte-Carlo dans tous ses aspects. On va surtout mettre en valeur ce qu'ont surpris beaucoup de monde, les Alpins, on va dire d'une manière générale, dans ce Monte-Carlo, des perfs qui resteront dans les annales. Tout cela sur DCTV dans quelques petites minutes. Bravo encore les jeunes, hein. Super. Elias et Cyril, merci en plus d'avoir fait l'effort de venir. Et on va le garder encore jusqu'à la fin de l'émission si vous voulez bien. Merci à vous, à tout à l'heure sur DCTV.